Merci beaucoup de votre intervention. Je vais être aussi bref que possible. Donc, j'ai pris la relève au pied levé de Bernard Barbier. Donc, excusez-moi, mais je ne maîtrise pas à la perfection le scénario comme les précédents auditeurs. Donc, je vais faire des remarques qui sont tout d'abord déconnectées du scénario. Et puis ensuite, je ferai quelques remarques aussi par rapport à ce que je viens d'entendre. Le tout en une quinzaine de minutes. Je vais essayer d'être encore plus bref, mais s'il vous plaît, si à 50 vous voyez que je n'ai pas terminé, sortez le carton rouge. Première remarque sur, disons, le lien entre Internet et le djihadisme. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Historiquement, il y a 3 grandes étapes dans le lien entre Internet et djihadisme. Les djihadismes ayant été précurseurs, ou en tout cas très précoces, dans leur utilisation du web. Puisque dès les années 90, et même dès le début des années 90, on voit apparaître des sites web djihadistes. C'est la période du djihad 1.0, où des grands sites web classiques sont gérés par des personnes qui soit sont liées à des organisations en bonne et due forme comme Al-Qaïda, c'est le cas par exemple de sites comme Al-Neda, soit agissent dans leur coin comme sympathisants djihadistes et créent des sites comme Azam.com. Mais dans tous les cas, on a dès cette époque à la fois de la propagande, mais aussi des conseils opérationnels. Et dès cette époque, on voit se développer une rhétorique sur les camps djihadistes virtuels, c'est-à-dire sur Internet. Cette période, que je qualifie de djihad 1.0, prend fin à peu près au milieu des années 2000. À cette période, en fait, l'utilisation du web par les djihadistes se décentralise, à la fois parce que la mouvance djihadiste elle-même est obligée de se décentraliser, tout simplement parce que le sanctuaire afghan d'Al-Qaïda est détruit du fait des représailles aux attentats du 11 septembre 2001. Et puis, cette mouvance se décentralise aussi parce que la technologie évolue. On passe des grands sites web classiques où il y avait un webmaster qui administrait un site donné à quelque chose de beaucoup plus collaboratif, en l'occurrence les forums à l'époque. Et dès cette époque-là, on voit apparaître des forums djihadistes. Et sur les forums djihadistes, encore une fois, ce n'est pas uniquement des discussions théologiques ou autres, ce sont des choses très concrètes qui sont discutées, parfois même des projets d'attentats. Et puis, plus récemment, on a une troisième grande période qui apparaît avec l'appropriation, si on peut dire, des réseaux sociaux grand public par les djihadistes. Et ça commence véritablement autour de 2012-2013, avec l'afflux de jeunes occidentaux. Il n'y en a d'ailleurs pas eu 15 000, mais à peu près 5 000 des Européens qui sont partis sur place. Et donc l'afflux de jeunes occidentaux vers la Syrie, jeunes occidentaux qui arrivent avec leurs pratiques, leurs codes et leur utilisation courante des réseaux sociaux. Jusqu'alors, les djihadistes étaient plutôt méfiants à l'égard des réseaux sociaux, parce que c'est pour l'essentiel des plateformes américaines, et qu'ils estimaient donc qu'ils étaient très vulnérables à des infiltrations par des services de renseignement occidentaux, et en premier lieu par la CIA et la NSA. Ils changent d'avis parce qu'ils se rendent compte que, en fait, c'est très efficace. Ça leur permet, ces réseaux sociaux, de toucher un public beaucoup plus large que celui qu'ils ne touchaient auparavant, avec des forums djihadistes qui étaient relativement confidentiels. Je dis relativement parce qu'il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs de ces forums djihadistes, mais là on passe véritablement à une autre échelle. On estime, début 2015, qu'il y a environ 50 000 comptes Twitter liés à l'État islamique. C'est une étude américaine de la Brookings Institution qui donne ce chiffre. On ne sait pas combien il y en a aujourd'hui, parce qu'il y a en fait une démarche qui a été entreprise par les réseaux sociaux et par d'ailleurs des gouvernements aussi, qui consiste à bloquer ces comptes. Et Twitter a d'ailleurs communiqué publiquement sur ce point en disant que 125 000 comptes liés à des groupes djihadistes avaient été supprimés au cours du deuxième semestre 2015. Alors vous allez me demander, mais il y en avait 50 000, comment ils ont fait pour en supprimer 125 000 ? En fait, l'explication, c'est que c'est un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que dès qu'un compte est supprimé, il est recréé par les djihadistes avec un nom très proche, et puis ensuite, il est à nouveau supprimé, etc. On en recrée, et dans certains cas, on en est au 200e compte recréé. Ce qui fait effectivement qu'on a sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers de comptes liés à ces mouvances-là. Alors, quelles sont les fonctions du web social pour les djihadistes ? Il y a plusieurs fonctions. La fonction la plus évidente, c'est une fonction de propagande. Et au niveau de l'État islamique, on constate effectivement une utilisation très habile des réseaux sociaux, en particulier de Twitter, à des fins de propagande. Ils maîtrisent notamment parfaitement le détournement de hashtags. Par exemple, pendant la Coupe du Monde de football en 2014, ils avaient utilisé le hashtag Brésil 2014
pour diffuser des images de propagande sur Twitter et pour toucher un public de fans de foot qui, a priori, ne s'intéressait pas particulièrement au djihad. Ce qu'il faut voir, c'est que parmi les images qui sont diffusées, c'est vrai que les images de violence représentent une minorité, mais on ne peut pas les ignorer. Alors, clairement pas. Le chiffre de 2,5% est contesté, certains disent plutôt 8%, il y a eu différentes études, mais on ne peut clairement pas les ignorer. En fait, c'est même les choses les plus frappantes, les plus visibles. Quand on dit, et là je me réfère au scénario, mais encore une fois je ne le maîtrise pas très bien, donc je vais peut-être faire des erreurs, mais enfin quand on dit que Kerdulieu, c'est ça, lisez régulièrement Dar al-Islam, bon, bah, si vous avez déjà eu un Dar al-Islam entre les mains, vous avez un mélange effectivement de têtes coupées et de construction de routes, mais enfin vous ne pouvez pas ignorer l'un et l'autre, quoi, à moins vraiment de tomber juste sur la page qui parle de la construction de route, mais de ne pas passer à la page suivante où il y a des têtes coupées. Donc dans la fonction de propagande, effectivement, Daesh se présente de trois manières. Il se présente comme un État islamique en construction, c'est la construction de routes, c'est les services sociaux aux populations, etc., etc. Vous avez des bulldozers avec le drapeau noir qui construisent des routes et ils vous expliquent qu'ils sont en train de gérer des territoires. Vous avez aussi Daesh qui se présente comme un mouvement de guérilla. Ce sont des vidéos violentes également, mais où l'on voit Daesh pratiquer une stratégie qui rappelle vraiment la stratégie maoïste de guerre révolutionnaire, où l'organisation État islamique essaye de détruire l'organisation politico-administrative adverse. Donc ce sont des assassinats ciblés de maires, de juges sur les territoires qu'ils essayent de contrôler, ou dont ils essayent de prendre le contrôle. Et puis, vous avez également des vidéos d'embuscades très violentes, mais qui sont des scènes vraiment de guérilla, qui rappellent des jeux vidéo. C'est souvent des vidéos tournées à la GoPro, ces petites caméras portatives, qui ensuite sont mises en ligne. Et effectivement, on voit des actions de guérilla qui peuvent attirer des jeunes occidentaux précisément parce qu'elles sont violentes. Pas uniquement des gens qui vont là-bas parce qu'ils pensent qu'ils vont participer à une grande fraternité, à l'Oumma, etc. Il y a aussi des personnes qui sont attirées par la violence. Et puis, dernier point, vous avez Daesh qui se présente vraiment comme une organisation terroriste. Et là, c'est toutes les vidéos d'exactions, les vidéos de décapitation, de crucifixion, d'amputation, de noyades volontaires, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai écrit une étude pour l'IFRI qui est disponible en ligne, qui s'appelle Web social et djihadisme. J'ai passé plusieurs mois à suivre les comptes Twitter de djihadistes et au fil du temps, mon compte Twitter s'était vraiment transformé en encyclopédie illustrée de crimes de guerre. Donc je ne rentre pas dans le détail parce que je peux vous assurer en tout cas que la décapitation est devenue un truc plutôt soft. Daesh n'utilise pas uniquement Internet et les réseaux sociaux pour diffuser de la propagande, c'est devenu une véritable plateforme opérationnelle pour eux. Ils s'en servent pour diffuser des grandes orientations stratégiques. Ça peut provenir de grands chefs, mais aussi de soldats du califat, entre guillemets, de niveau beaucoup plus bas. On l'a vu dernièrement avec Al-Adnani, le porte-parole de l'EI, qui a appelé le 21 mai à commettre des attentats pendant le Ramadan. Et il semblerait qu'on en ait vu le résultat avant-hier en région parisienne et puis 24 heures auparavant à Orlando. Il y a également sur les réseaux sociaux des conseils tactiques, ce qui rend les diffusions de grandes orientations stratégiques d'autant plus inquiétantes parce que vous avez tout sur Internet pour apprendre à monter, démonter une Kalachnikov, la nettoyer, pour apprendre à confectionner des explosifs. Vous avez des conseils pour égorger au mieux une personne, enfin bref, j'en passe, mais l'idée c'est ça, c'est que vous avez à la fois les grandes orientations stratégiques et les conseils tactiques. Et puis, les réseaux sociaux servent aussi, mais marginalement, donc j'insiste pas là-dessus, à du microfinancement, on va dire, de certains, notamment certains jeunes occidentaux sont partis en vendant certains effets sur les réseaux sociaux, ont pu financer leur voyage de cette manière-là. Mais surtout, ça a servi au recrutement. Alors, la vague est très largement passée parce que maintenant on s'est rendu compte du phénomène, mais en 2013-2014, la vague de départ de jeunes occidentaux passait beaucoup par Facebook, pour ne pas le citer, avec des échanges qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dans le scénario. C'est-à-dire que c'est des échanges qui sont très concrets, qui expliquent comment rejoindre la Syrie en passant par la Turquie, mais qui expliquent aussi pourquoi il faut rejoindre le califat. Il y a aussi un aspect idéologique. Voilà pour cette présentation très brève de l'évolution du lien entre web social et djihadisme, entre Internet et djihadisme. Maintenant, j'aimerais faire, dans les 5 minutes qui me restent, quelques petites remarques
dans un premier temps, qui ne sont pas directement liés au scénario, mais quand même qui m'ont été inspirés par le scénario. Alors c'est vrai qu'il y a toute cette notion de rétroactivité, etc. D'un pur point de vue juridique, c'est exact, mais j'aimerais quand même noter une tendance très lourde qui est le durcissement de la législation en matière de terrorisme, et plus précisément en matière d'Internet et terrorisme. Si on prend le temps long en matière de terrorisme, on a une législation en 86 qui permet de condamner très durement les attentats quand ils sont commis. Ensuite, on a en 96, c'est un peu caricatural, hein, on a en 96 une législation, une nouvelle loi qui permet de condamner la préparation des attentats. Et puis, je saute quelques législations, mais enfin, en novembre 2014, on a un renforcement des sanctions pour l'apologie du terrorisme sur Internet. Ceci dit, il y avait une précédente loi qui prévoyait des peines d'emprisonnement jusqu'à 5 ans de prison. Donc là, je ne maîtrise pas parfaitement la législation, mais peut-être que l'idée de rétroactivité, du coup, ne s'applique pas, parce qu'effectivement, la loi de novembre 2014 prévoit un renforcement des sanctions, mais enfin, encore une fois, ce n'est qu'un renforcement, quoi. On passe de 5 ans à 7 ans, et puis l'amende également est alourdie. Et puis cette dernière loi, il y a une dizaine de jours, la loi du 3 juin 2016, qui, pour le coup, permet de condamner la consultation régulière de sites web faisant l'apologie du terrorisme. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution, quoi. On passe de l'action à la préparation, à l'apologie, donc aux paroles, et puis à la consultation. Deuxième remarque d'ordre général, les pratiques changent aussi. Et là, c'est plus effectivement des pratiques de juges. C'est-à-dire que, notamment, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'après les attentats de janvier 2015, en 2 semaines, on a eu 150 procédures pour apologie du terrorisme qui ont été lancées, alors qu'en 20 ans, il n'y avait eu que 20 condamnations prononcées pour ce délit. Et là, un texte d'un juriste bien connu, qui est Maître Eolas, le blogueur, m'a frappé. Je vais le citer rapidement. Il écrit « Le terrorisme est pour le corps social comme une piqûre de guêpe. Cela arrache un cri de douleur, parfois des larmes, mais ce n'est jamais mortel. Ce qui peut provoquer la mort, c'est la réaction excessive du corps face à cette agression. C'est le choc anaphylactique, le système immunitaire du corps qui, en surréagissant, finit par se détruire lui-même. C'est cette image qui évoque pour moi, donc pour Maître Eolas, cette pluie de condamnation, un choc anaphylactique judiciaire. » Alors évidemment, c'est un point de vue qui peut se discuter, mais je pense vraiment que ça mérite et ça appelle une réflexion. Troisième remarque, c'est que certaines personnes condamnées pour apologie du terrorisme, et je rebondis par rapport à la remarque précédente, sont ou étaient des vrais propagandistes de Daesh, c'est-à-dire des personnes qui relayaient en masse des messages favorables aux djihadistes, et c'était absolument sans ambiguïté. Et en décembre 2015, par exemple, vous avez un jeune de 18 ans qui a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir tweeté. Donc là, petite parenthèse, j'ai été surpris par la clémence des réquisitions du procureur par rapport à ce genre d'affaires. Dans d'autres cas, en revanche, on a aussi eu des condamnations à de la prison ferme, mais qui paraissaient, enfin, de mon point de vue, hein, encore une fois, je ne suis pas partie prenante, simplement j'étudie ces questions dans le cadre de mon travail à l'IFRI, mais dans d'autres cas, les condamnations paraissaient assez sévères. Alors, c'était pas 2 ans ferme, mais c'était plusieurs mois de prison ferme, alors que les personnes en question avaient l'air d'être plutôt des provocateurs qui avaient cherché à rebondir sur un événement, mais qui ne partageaient pas forcément l'idéologie djihadiste. Enfin, quatrième et dernière remarque d'ordre général, c'est la prison. C'est-à-dire que tout ce renforcement de législation que je viens d'évoquer va aboutir à une chose, c'est qu'on va avoir dans les prochaines années, dans nos prisons, de plus en plus de personnes radicalisées ou a priori en voie de radicalisation dans nos prisons. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe en prison, quoi. Alors certes, maintenant certaines d'entre elles sont envoyées dans des unités dédiées, certes il va y avoir maintenant des centres de réinsertion, mais enfin on est dans l'expérimentation, quoi. Et dans les unités dédiées, peut-être que des personnes condamnées pour apologie du terrorisme, d'ailleurs je ne sais pas si ces personnes-là sont envoyées dans les unités dédiées, ça c'est peut-être une question à poser, mais peut-être qu'elles tomberont sur des djihadistes beaucoup plus durs in real life, et que ça les radicalisera encore davantage. Bref, voilà quelques remarques d'ordre général. Maintenant, par rapport au scénario, très rapidement, il me reste 2 minutes. Je voulais simplement dire que quand on a été webmaster de Daesh pendant 18 mois, on a forcément posté des vidéos violentes,
On a forcément été confronté à des éléments de violence. On ne peut pas avoir vécu en Syrie, à Raqqa, de septembre 2014 à avril 2016 en pensant que, je ne sais pas, c'était la Suisse, quoi. Donc non, c'est juste pas possible. Il faut remettre ces éléments effectivement dans leur contexte. Et pour le reste, encore une fois, jusqu'à présent, j'ai été très frappé par la clémence de ce que j'ai entendu, et ça contraste très fortement avec les peines qu'il y a eu en France depuis quelques mois. Je rappelle quand même que la première personne qui a été condamnée à son retour de Syrie en France avait passé, je crois, une dizaine de jours sur place et a pris, si je ne m'abuse, 7 ou 8 ans de prison ferme. Voilà, je m'arrête là.